C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 115 du 5 mai 2025. Feliz Cinco de Mayo a los mexicanos, mexicanas y mexicanex que nos escuchan. Un gros ouf, mais encore un retour sur les élections fédérales avec notre analyste politique et aussi des réactions. Tournée de la Fondation Émergence pour en finir avec les thérapies de conversion, pourtant un crime au Canada. Traitement curatif pour le VIH, des progrès ici même au Canada à la chronique Aux petits soins avec Gengis Grenier. Retour sur le jugement du tribunal ouvrant la porte à la pluriparentalité et une rencontre avec Camille Larrivé, directeur général et artistique du Montréal Art Interculturel. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Politique fédérale et diversité avec Alexandre Duval. Allô, Alexandre Duval à Québec. Alors, pour une troisième élection fédérale d'affilée, les Canadiens ont porté au pouvoir un gouvernement libéral minoritaire. Il y a une semaine de ça. Mais la dynamique au Parlement va changer, entre autres avec le NPD et le Parti conservateur, dont les chefs ont été défaits dans leur propre circonscription. Qu'est-ce que tout ça va signifier potentiellement pour les enjeux queer à travers le pays? On en discute justement avec notre analyste politique. C'est notre dernière chronique de l'année, avec donc Alexandre Duval, qui est enseignant en sciences politiques au Cégep Garneau à Québec et qui est aussi l'auteur de Obsession Élection, dont on parlera plus tard à cette station de radio. Bienvenue à l'émission, Alexandre. Salut Denis Martin, merci de me recevoir une dernière fois. C'est le plaisir est pour nous. Alors, commençons peut-être par parler de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur. Qu'est-ce que sa défaite dans sa propre circonscription d'Ottawa-Carleton en Ontario signifie pour la communauté, pour les communautés de LGBTQIA+. Écoutez, je vais commencer par nommer l'évidence. Là, on le sait que Pierre Poilievre, dans cette élection-là, c'était de loin le chef de parti qui était le plus hostile aux enjeux queer, là, plus particulièrement par rapport aux enjeux trans puis aux enjeux non-binaires. Je ne referai pas la liste des prises de position qui ont été faites par M. Poilievre, mais on va se rappeler quand même qu'il avait évoqué son désir de restreindre l'accès aux soins d'affirmation de genre pour les mineurs, puis aussi de bannir les femmes trans des compétitions sportives féminines. Donc, ça a placé tout au long de la campagne, là, vous l'avez peut-être remarqué, M. Poilievre dans une posture où il était un peu associé au président américain, Donald Trump, et il a essayé de lutter contre cette image-là tout au long de la campagne. Puis là, il y a des gens qui vont dire que la défaite de M. Poilievre, ça démontre que les Canadiens ont rejeté la politique à la sauce Trump. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est une lecture un peu inexacte de la situation, une lecture un petit peu trompeuse, parce que quand on regarde les chiffres, on voit que le Parti conservateur a récolté plus de votes et plus de sièges qu'en 2021. On parle de 7,5 % plus de votes, 24 sièges de plus. Donc, quoi qu'en disent certains analystes, le Parti conservateur du Canada, il y a une réalité, il est en croissance. Et Pierre Poilievre, même s'il devait se battre constamment pour essayer de se défaire de cette espèce de cadrage médiatique trumpiste, là, il a mieux performé que le chef précédent, Erin O'Toole, qui était absolument pas fan de ce genre de rhétorique populiste à la sauce Trump. Donc, la preuve que la défaite des conservateurs est peut-être pas si catastrophique que ça, c'est que M. Poilievre, il a choisi de rester chef et jusqu'à preuve du contraire, il semble en assez bonne posture pour le rester. Si je me fie à ce que je lis jusqu'à présent, il y a quelques personnes là, qui ont dit souhaiter son départ, mais il y a aussi eu beaucoup de soutien de la part de ces députés qui ont été élus. Il y a un député, Damien Kurek, qui a annoncé qu'il allait démissionner de son siège pour laisser sa place à Pierre Poilievre, pour que Pierre Poilievre tente de se faire élire le plus rapidement possible dans une élection partielle. Puis il faut bien comprendre que le comté que M. Kurek est prêt à abandonner, c'est un château fort conservateur. Il n'y a pas vraiment de risque de défaite pour 82 % je pense, pour le Parti conservateur. Exactement. Ouais. Donc,
s'il n'y a pas de fronde organisée à court ou à moyen terme par des gens à l'interne au Parti conservateur pour se débarrasser de Pierre Poilievre, ben, M. Poilievre, il y a fort à parier qu'il va vite être de retour au Parlement parce que Mark Carney, à qui revient la prérogative de déclencher l'élection partielle, a dit qu'il n'allait pas jouer un jeu politique et qu'il allait déclencher rapidement cette élection-là pour permettre à son adversaire de refaire son entrée au Parlement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire que le Parti conservateur continue de croire très majoritairement que Pierre Poilievre, c'est l'homme du changement, que son discours populiste fonctionne. Et il y en a plusieurs qui pensent que c'est avec ça que le Parti conservateur, éventuellement, va parvenir à chasser les libéraux du pouvoir. Donc, il y a fort à parier, et c'est un petit peu la leçon qu'on doit en retenir, qu'avec le retour prévu, je ne veux pas dire que c'est assuré, mais disons le retour prévu de M. Poilievre, la rhétorique sur les enjeux queer va continuer à être exploitée au Parlement par la famille conservatrice au fur et à mesure que ces éléments-là vont émerger dans l'actualité. Bon, un autre élément à prendre en considération, c'est la composition du Conseil des ministres qui s'en vient, donc de Mark Carney. Ouais, on ne sait pas encore là, qui va être nommé ministre, mais je vous rappelle que Mark Carney, dans son très court passage comme premier ministre avant le déclenchement des élections, il avait nommé un petit conseil des ministres par rapport à la taille du conseil des ministres de M. Trudeau et il avait éliminé deux postes qui sont névralgiques pour les enjeux de diversité au Canada. Il avait éliminé le poste de ministre de la diversité, de l'inclusion et des personnes handicapées et il avait éliminé le poste de ministre des Femmes, de l'égalité des genres et de la jeunesse. Et ça, c'est le ministère qui s'occupe justement des enjeux de diversité sexuelle. Et c'est une décision qui avait très mal passé. Beaucoup de groupes qui s'étaient levés contre ça, qui avaient dénoncé le choix de M. Carney. Et là, les enjeux de diversité sexuelle à ce moment-là, tenez-vous bien si vous ne l'aviez pas remarqué, ils relevaient de Stephen Guilbeault, qui était ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Donc, ça passait très mal. C'était une décision qui avait, disons, peu de sens aux yeux de beaucoup de personnes dans la communauté LGBTQ+. Donc là, il va falloir surveiller ça. Est-ce que M. Carney les a entendus, ces critiques-là? Est-ce que M. Carney va rétablir ces ministères-là qui assurent une représentation des communautés marginalisées dans le Conseil des ministres, donc dans les délibérations qui comptent le plus au sein du gouvernement, ou au contraire, est-ce qu'il va maintenir cette décision-là pour encore une fois essayer de se distancer publiquement des années Trudeau et aussi peut-être pour ne pas déplaire à M. Trump, qui est en guerre ouverte, on le sait, contre les politiques, les initiatives d'équité, diversité et inclusion aux États-Unis. Donc, je vous dirais que ça, là, dans les prochaines semaines, avec la formation du gouvernement, c'est l'enjeu majeur. Quelle place M. Carney va faire à ces communautés autour de la table du Conseil des ministres? Bon, Alexandre, un petit mot peut-être en terminant sur le NPD et le Parti vert, qui étaient tous les deux des partis peut-être plus sensibles aux enjeux queer, parce qu'on peut le dire, le chef du Parti vert était ouvertement homosexuel, et qui ont perdu tous les deux leur chef, là. Ben, le NPD s'est complètement écroulé là, dans le vote populaire, mais Jagmeet Singh a perdu lui aussi dans sa circonscription, a annoncé qu'il démissionnait. M. Singh, c'était un chef qui était sensible aux enjeux queer, j'en avais parlé dans ma chronique précédente. Alors, son départ, il faut le dire, là, c'est une voix forte en moins au Parlement pour la communauté LGBTQ+ du Canada. Jonathan Pedneau, chef du Parti vert, encore une fois, sa défaite, tu l'as dit, Denis Martin, mais c'était le seul chef de parti ouvertement gay. Donc, le fait qu'il ne soit pas parvenu à se faire élire, encore là, ça prive le Parlement d'une voix forte pour la communauté. Puis c'est pas banal parce qu'en sciences politiques, on distingue deux types de représentation politique. On va dire qu'il y a de la représentation descriptive. Ça, c'est quand les élus ont les mêmes caractéristiques que la population en général. Donc, quand il y a des femmes qui sont élues, on dit que les femmes sont plus sensibles aux enjeux féminins et sont capables d'en parler au Parlement. Bien, il y a aussi la représentation substantive. Ça, c'est quand des élus vont porter des dossiers sans partager les caractéristiques sociodémographiques des communautés qu'ils ont la charge de représenter. On pourrait s'imaginer un homme né citoyen canadien qui devient ministre de l'Immigration. Il n'a jamais été immigrant, mais il a la charge de représenter les intérêts des immigrants. Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce qu'il y a des études qui démontrent que quand nos parlements sont davantage représentatifs de la population en termes sociodémographiques, donc quand la représentation descriptive est bonne, bien, les intérêts des groupes marginalisés ont tendance à être mieux défendus
dans les débats au Parlement. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder dans le détail, est-ce qu'il y a eu beaucoup de députés gays, lesbiennes, bisexuels, trans, non-binaires qui ont été élus? Je n'ai pas eu le temps de regarder ça, mais c'est quelque chose qu'il va falloir avoir à l'œil. Est-ce qu'au Parlement, dans la prochaine législature, il y aura des voix fortes issues directement des communautés LGBTQ+, pour porter ces enjeux-là, même si ce ne sont pas des ministres avec un pouvoir exécutif. Donc ça aussi, ça va être à surveiller. Bien, Alexandre, nous, on est content d'avoir ta voix forte ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Est-ce que tu restes avec nous parce qu'on va aller aux réactions avec nos invités? Ben oui, avec grand plaisir. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de tout ça. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, justement, nous allons nous tourner vers plein d'invités dans le studio et en ligne aussi au téléphone. Tout d'abord, j'aimerais saluer Élodie Palouette, excuse-moi, nouvelle présidente de la Fondation Émergence. L'annonce a été faite ce week-end. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je vais t'inviter à t'approcher du micro, oui. Et puis, effectivement, il y a Patrick Desmarais qui est vice-président aux relations externes de la Fondation. Il a été président pendant 8 ans. Il venait avec nous pour soutenir sa collègue. Alors, bienvenue à l'émission à nouveau, Patrick. Merci toujours de l'invitation. Et puis au téléphone, il y a Marika Robert, présidente du conseil d'administration du Réseau des lesbiennes du Québec. Bonjour, Marika. Bonjour, merci de l'invitation. Oui, alors, et évidemment, j'ai Mona Greenbaum, co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+. Salut! Alors, bonjour. Alors, je pense que je ne l'ai pas demandé, mais les nouvelles personnes ici, vous utilisez quel pronom ou quel accord? Je pense qu'Élodie, je peux te le demander. Moi, j'utilise le pronom « elle ». Et même chose pour Marika, c'est la première fois que tu es à l'émission, on va te demander quel pronom et quel accord tu utilises. Moi, j'utilise les pronoms elle et il en alternance. D'accord. Alors, je sais que, je ne sais pas si vous avez tout le monde eu la chance, surtout pour toi, Marika, d'entendre l'analyse d'Alexandre, mais considérant là que une faction du Parti conservateur fédéral, notamment dans l'ouest du pays, a des positions clairement homophobes et transphobes, est-ce que nos communautés peuvent dire « ouf » aujourd'hui? Comment la victoire même du parti, même minoritaire de Mark Carney du Parti libéral est-elle perçue dans nos communautés? C'est des questions, je pense, qu'on doit répondre. On sait que Justin Trudeau a été un allié indéfectible des causes queer. Il était flamboyant, il aimait se mêler au défilé. Disons à quoi on peut s'attendre d'un Mark Carney plus à droite. Bien, je vous lance là-dessus. Comment on réagit à cette élection qui me semble qu'elle est un petit peu mi-figue, mi-raisin, même s'il y a beaucoup de gens qui disent « ouf ». Élodie, je te lance la balle. Wow, c'est une sacrée grosse question. En effet, mais je pense que de toute manière, cette élection s'inscrit dans un contexte international qui est quand même très particulier. L'augmentation des crimes haineux, des politiques au niveau législatif, là, on a les reculs. Je pense que M. Duval en a parlé mieux que nous. Je pense que au niveau de la Fondation, nous, c'est sûr que c'est un organisme qui est apolitique. Donc, on regarde ça un petit peu préoccupé, mais en se disant, on va évaluer la situation, en disant, quelles vont être les politiques qui vont être mises en place, quelles sont les actions concrètes qui vont être mises en place pour pouvoir continuer à soutenir nos communautés et puis donner de la visibilité à nos enjeux. Nous, de notre côté, on va travailler avec tout le monde pour pouvoir pour le bénéfice de nos communautés. Je vais tout de suite aller à Marika. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment on doit réagir à ces résultats? Peut-être même mi-figue, mi-raisin. Je reprends la même expression. Ouais. Oui, en effet, je pense que c'est un soulagement, mais c'est pas nécessairement une victoire de ce que je ressens, surtout sur le terrain plus militant. Je pense que ça a occasionné beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété par rapport aux résultats de ces élections-là qui ont été un peu précipitées. Mais oui, je ressens quand même un soulagement, mais je ressens pas le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à gagner. Et après, il reste à voir c'est quoi les actions concrètes. Là. On parle un peu du Trudeau qui était très présent, oui. Nous, je pense que on en a assez un peu de l'inclusion de façade. Est-ce qu'on veut quelque chose de plus concret? On veut voir qu'est-ce que Mark Carney propose justement pour nos communautés. Je pense que ça va être dans les prochains mois là, qu'on va voir comment ça va se dérouler, mais définitivement un soulagement pour l'instant. Je pense maintenant, je vais te lancer sur autre chose. Il y a quand même presque 42% des Canadiens qui ont voté en faveur d'un parti politique avec des positions nettement homophobes et transphobes. Mm-hmm. On va le dire là, parce qu'ils ont beau dire on n'en est pas homophobe, mais là, regarde, les positions sont claires. Comment on réagit à ça? Mais c'est vraiment, ça fait peur, c'est certain, malgré comme des énoncés, comme Alexandre a dit, complètement transphobes, et puis toute l'idée de comme barrer les femmes trans des toilettes, de pas reconnaître que deux
de genre, donc comme de effacer les personnes non binaires, il y a quand même des personnes, beaucoup de personnes, presque la moitié des personnes qui s'en foutaient de tout ça et puis qui ont voté quand même pour les conservateurs. Je crois que les gens avaient probablement juste un enjeu en tête, c'était Trump. J'espère croire que c'était pas comme une vote contre les personnes trans, mais quand même, ça démontre que comme on est comme la communauté LGBTQ+, en général, on est un sujet polarisant. Puis c'était pas politiquement gagnant de parler de nous. Donc, au début, il a parlé comme ça, mais quand il a été trop associé avec Trump, donc soudainement, on a entendu moins sur ça. Et puis de l'autre côté, Carney, qui a complètement évacué le sujet. Il voulait pas comme polariser les gens. Donc pour moi, ça fait peur parce qu'il y a une montée de la haine et puis le silence contribue à ça. Oui. Donc pour moi, c'est comme quand on parle de comme soulagement ou non, c'est un petit soulagement qu'on n'a pas eu le pire avec Poilievre, mais quand même, comme on verra pour le futur. Moi, je pense que je vais te lancer là-dessus. On a vu que le vote conservateur se concentre chez les jeunes hommes en bas de 34 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que tu travailles là-dessus, Patrick. Là. Bien, je pense que autour de la table, ça fait longtemps que tout le monde travaille autour de ça, là, mais c'est préoccupant de voir qu'il y a une réaction masculiniste qui adhère à des doctrines anti-LGBT aussi marquées, alors que tout le monde a le droit d'être qui il est au Canada. C'est ça qui est perturbant. Et ce qui semble... J'aimerais ça voir les analyses de vote. Là. Est-ce que ces jeunes hommes ont été votés? Parce que moi, c'est ça ma crainte. Oui, ils sont majoritairement ils sont beaucoup plus à droite en termes de valeurs, etc. Je ne sais pas s'ils ont des valeurs économiques de droite, mais ils ont des valeurs de droite sur d'autres niveaux. Est-ce qu'ils ont été votés? Puis s'ils allaient voter, est-ce que ça aurait été un autre résultat qu'on aurait eu il y a 2 semaines? Ben peut-être, oui. Mais c'était vraiment une démographique ciblée, ça c'est certain. On a vu ça aux États-Unis. Ils ont ciblé les jeunes hommes avec ce genre de comme des attitudes TikTok, sociales. Et puis, j'imagine que c'était la même chose au Canada. Et puis, les jeunes, si j'ai bien compris, ont voté beaucoup plus que d'habitude. Donc, il sort et puis il a ciblé Poilievre exactement ce genre d'audience. Donc, il faut pas, c'est pas un ouf. Il y a encore beaucoup de travail. C'est un gouvernement minoritaire. Effectivement. Et qui est à son 4e mandat. Hein. Ça va être plus difficile d'en chercher un 5e, là. Probablement, mais il faut aussi lui donner la chance de prouver ses 100 premiers jours. Oui. C'était une des premières questions que je me suis posée. Qui sont les élus de ce gouvernement? Est-ce qu'on a des gens de la communauté qui sont dans ces élus-là? Donc, tout ce qu'on a parlé un peu plus tôt sur ce volet-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis, il faut penser que l'année dernière, on pensait que c'était un gouvernement de droite qui rentrait et on se posait la question, est-ce qu'on a des alliés parmi ces gens-là? Parce qu'il y en a. Il ne faut pas penser que c'est tout des anti-LGBT, mais leur voix était silencieuse depuis plusieurs mois, ces personnes-là. Oui. Je ne sais pas, je te vois réfléchir, Alexandre, à Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus? En fait, rapidement, moi, j'aurais envie de dire... Oups, le son n'est pas bon. Le son, on ne t'entend pas bien. Attends, recommence. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, on y va. Oui. Bon. J'allais dire, il va falloir effectivement regarder Pierre Poilievre, il va mettre qui dans son cabinet fantôme? Ça va être qui les députés qui vont avoir la responsabilité de donner la réplique aux ministres libéraux sur ces enjeux-là? Est-ce que ce sera des députés de la droite morale ou ce sera des députés plutôt progressistes sur le plan moral, sur le plan social? Il va falloir aussi peut-être surveiller de l'œil effectivement dans le détail qui est allé voter. Est-ce que les jeunes hommes sont allés voter? Il faut se garder de faire des corrélations entre le fait de voter pour le Parti conservateur et le fait d'être homophobe ou transphobe, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont voté pour les conservateurs qui ne le sont pas du tout, qui sont plutôt au contraire du côté progressiste conservateur plutôt que de la droite morale conservatrice.
Mais il reste que le Parti conservateur qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est le produit de Stephen Harper qui avait fusionné avec l'Alliance canadienne. Ce n'est plus le Parti progressiste conservateur des années Mulroney. Et donc, la frange qui domine actuellement le Parti conservateur du Canada, c'est la frange avec une certaine forme de droite morale. Ça, c'est clair, net et précis. Ou au moins le frange le plus vocal. Oui. Écoute, je vais juste donner peut-être un dernier mot à Marika. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dans les prochaines années en tant que communauté vis-à-vis de ce gouvernement? Nous, c'est sûr qu'il faut travailler ensemble. Je pense que dans les dernières années, il y a quand même une division au sein même de nos communautés. Il y a des divisions partout, mais je pense qu'il faut de plus en plus tisser des liens entre nous pour être de plus en plus forts. Je pense qu'on a des grandes forces qui sont là, des grands acteurs, actrices de changement dans nos communautés. Il faut savoir travailler avec eux, reconnaître le travail qui a été fait dans le passé, puis continuer de regarder en avant. Mais je pense qu'il faut surtout s'adresser au gros fléau de la désinformation qui, je pense, impacte beaucoup, beaucoup ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe autour de nos communautés, puis l'impact que ça peut avoir aussi chez les jeunes et évidemment chez les moins jeunes. Donc, selon moi, c'est quand même 2 grandes priorités. Du pain sur la planche. On n'aura pas le temps de passer toutes les questions qu'on avait prévues, mais au moins, on a une bonne idée de ce qui nous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je voudrais tous vous remercier, tout le monde. En fait, Patrick Desmarais et Élodie Pelluet, vous allez rester parce qu'on a un autre petit bout d'entrevue à faire. Merci à Marika, merci à Alexandre et merci Mona. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, alors, les thérapies de conversion sont officiellement interdites depuis 2020 au Québec et depuis 2022 dans le Code criminel du Canada. Ces pratiques néfastes, moi je dis des pratiques barbares, mais en tout cas ça c'est mon opinion, puis j'ai le droit d'en avoir de temps en temps, que l'ONU qualifie de torture, persistent sous des formes plus ou moins insidieuses. Pour y mettre un terme, la Fondation Émergence lance une tournée de formation au Québec. Et le 17 mai qui s'en vient, c'est la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est peut-être une bonne occasion de parler de tout ça. Alors, je retiens nos invités de la discussion précédente, comme j'ai dit. Élodie Pelluet, qui est la nouvelle présidente de la Fondation Émergence, et Patrick Desmarais, qui est vice-président en relations externes de la Fondation. Mais on ajoute Julien Rougerie, formateur et spécialiste de contenu de la Fondation. Bien, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Un rappel de c'est quoi une thérapie de conversion? Alors, une thérapie de conversion, si on prend la définition dans le Code criminel canadien, c'est tout service, tout traitement, toute pratique qui vise à changer, réprimer ou réduire le fait qu'une personne soit LGBTQ+, donc son orientation sexuelle, son expression de genre ou son identité de genre. Bon, c'est illégal, c'est criminel, mais certains groupes, religieux surtout, persistent et signent et continuent d'enfreindre la loi. Comment s'y prennent-ils pour continuer à commettre ces crimes? Alors, bon, déjà, c'est pas parce que quelque chose est illégal que le phénomène disparaît. Tout à fait. Bien entendu, on pourrait comparer ça avec beaucoup d'autres choses. Et il y a une étude de l'UQAM sur les personnes qui ont subi des thérapies de conversion. C'est majoritairement des professionnels de la santé, dans plus de la moitié des cas, qui les donnent. Dans le tiers des cas, il y a des mouvements religieux. On pense à exorcisme, etc. Ça fait vraiment partie de la réalité. Mmh. Mais c'est, en tout cas, dans l'étude de l'UQAM, les thérapies de conversion recensées, dans la moitié des cas, c'est quand même des professionnels de la santé et des services sociaux qui les offrent ici au Québec. Donc, il y a des formations qui s'en viennent pour ces personnes-là en particulier. Alors, c'est quoi qui se passe dans ces formations-là? Qu'est-ce que vous donnez? Alors, tout d'abord, on explique qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion. On parle de la définition que j'ai donnée précédemment, qui est très, très large dans le Code criminel canadien. Elle est tellement large qu'on pourrait peut-être considérer que beaucoup de choses sont une thérapie de conversion. Et on est là pour équiper les services police, justice, santé, services sociaux à accompagner les victimes, notamment pour qu'elles puissent porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de personnes qui portent plainte, donc on n'a pas de jurisprudence. Et on a besoin de savoir que des juges prononce sur c'est quoi exactement une thérapie de conversion, telle situation, est-ce que oui ou non c'est un acte criminel, et le code criminel prévoit jusqu'à 5 années d'emprisonnement dans certains cas. Alors, ces formations-là sont données partout au Québec, peut-être même dans le Canada, je ne sais pas si vous allez aller à l'extérieur du Québec. Pour ceux qui veulent avoir de l'information, là, où on la trouve, cette information-là? Alors, sur le site Internet de la Fondation Émergence, on sera à Rimouski le 10 juin, on sera à Rivière-du-Loup le 11 juin, le 17 juin à Chicoutimi-Alma, puis les autres régions du Québec à partir de la rentrée. Moi, ça m'amène à parler parce qu'on parle de thérapie de conversion, mais ça fait aussi partie de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et le 17 mai s'en vient, c'est la journée internationale donc de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ça va être quoi le thème cette année?
Le thème cette année, Élodie? on a le droit de le donner en avant-première. Vous donnez ça. Ah oui, en première, faites en scoop ici en primeur, oui. Le thème cette année, c'est l'effet allié, l'effet des alliés, à quel point on a besoin finalement d'être tous ensemble pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Ça a été difficile à trouver ce thème? Je pense qu'on avait besoin d'aller rechercher nos alliés qui sont présents, mais aussi ceux qui sont silencieux, pour leur donner des outils pour être au rendez-vous face à ces vents qui nous viennent du Sud, qui font en sorte que des propos qu'on pensait ne plus entendre réapparaissent dans les écoles Ben oui, ou le ailleurs. terme gay maintenant, c'est devenu une insulte. C'est incroyable, là. Alors que c'est un si beau mot. Alors, Parce qu'on est gay ici, je sais pas pour... En tout cas, ouais. mais il n'en demeure pas moins que cette année, on avait été précurseur avec la campagne de l'année dernière où on prévenait, on anticipait ce vent de droite, vent de droite religieuse, droite qui nous a balayés. En Europe, ils appellent ça le vent de l'Ouest. Ici, on appelle ça le vent du Sud, mais il n'empêche que c'est un vent. Parfois, j'ai l'impression que c'est un tsunami, mais en tout cas, ça, c'est Oui, autre chose. oui. Moi, j'ai entendu dire, je ne te révélerai pas mes sources, que vous avez refait cette campagne parce que vous avez dû retravailler la campagne à la lumière de ce qui se passait avec l'élection de Trump et compagnie. Est-ce que c'est vrai? En fait, on travaille avec une agence qui s'appelle l'agence Havas et c'est un groupe de réflexion. On a toujours travaillé avec des agences de grand renom comme Havas et d'autres avant qui nous ont amenés à aller aussi travailler sur nos angles comme tels. Mais cette année, je pense que pour la campagne grand public, c'était pas mal le carré de sable qu'on s'enlignait. Oui, les alliés. On avait été beaucoup sur les violences l'année dernière, puis on voulait quelque chose de plus doux, plus réconfortant comme tel. Mais c'est surtout qu'on se rend compte que dès qu'il y a une personne qui est au contact de la réalité LGBTQ+, ou qui est sensibilisée, finalement, la situation s'améliore grandement. Donc, l'objectif de la campagne, ça va être de valoriser vraiment le travail de ses alliés, mais aussi de mobiliser ceux qui n'osent pas ou qui ne savent pas comment le faire jusqu'à présent. En tout cas, ça va être une journée intéressante à suivre dans les circonstances. Et merci beaucoup pour ces valeureuses informations sur les très importantes informations sur les thérapies de conversion, Julien Rougerie. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Bon baptême de présidence à cette entrevue. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à toi, Patrick Desmarais. Juste un petit rappel, venez marcher avec nous le 17 mai à partir du centre-ville à 14h. Tous les détails sont sur le site de la Fondation et de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Bien, merci beaucoup. Et puis nous, en deuxième partie de cette émission, on va parler d'un traitement curatif pour le VIH qui pourrait arriver plus tôt que prévu, plus tôt qu'on le pense, et ce serait même ici au Canada qui serait développé. Un jugement important pour les familles pluriparentales et une rencontre avec Camille Larrivée, directrice générale et artistique de Montréal Art Interculturel. À tout de suite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Allô, Gengis Grenier. Salut Denis Martin, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, c'est notre dernière chronique de la saison, mais on va aller avec des bonnes nouvelles. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. Toi et moi, on a assisté à un forum, une discussion sur des traitements. Puis là, on parle pas juste de traitements pour contrôler, mais on parle de traitements qui pourraient même guérir du VIH. On est vraiment rendu loin, là. C'est des nouvelles qui sont positives, Denis Martin. On a assisté au 2e symposium annuel sur la cure du VIH qui s'est tenu le 25 avril 2025 au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Dans l'amphithéâtre, la salle était comble de scientifiques et de professionnels de la santé en VIH. J'ai adoré mon expérience. Je vais essayer d'y aller à toutes les années à partir de cette année. C'est sûr que on a eu un bel éventail de médecins, rechercheurs, scientifiques qui nous exposent un petit peu leur prémisse, qui est quand même assez élémentaire en vue d'une cure pour le VIH.
C'est des nouvelles qui sont prometteuses. Il y a eu moi, j'ai eu beaucoup de surprises. J'ai eu aussi des difficultés. La présentation s'est déroulée pratiquement qu'en anglais. Et pour plusieurs présentateurs, l'anglais n'était pas leur langue primaire. Fait que ça va me faire plaisir de vulgariser ce que j'ai pu comprendre. Mais c'était des très bonnes nouvelles. Euh, Justement, la, allons-y avec une des nouvelles que je trouve intéressantes. Parce qu'on sait le docteur Nicolas Chaumont qui travaille sur le projet CanCure, là, qui est un projet pour trouver un traitement curatif au VIH. Lui, ça fait longtemps là, qu'il dit qu'il y a des réservoirs de VIH qu'on n'arrive pas à atteindre dans le corps et si on peut réussir à y aller, on va être capable de de sortir le VIH de là, puis peut-être de trouver un traitement. Puis je pense qu'on a approché de ça, là. Oui, Dr Chaumont, dans le fond, travaille avec une cohorte thaïlandaise qui inclut beaucoup d'enfants, des enfants nouveau-nés. J'ai demandé l'âge à peu près des enfants qui suivent, des nouveau-nés jusqu'à 7-8 ans. C'est sûr qu'à ce stade-ci, faut attendre que les enfants qui sont amenés par leurs parents atteignent l'âge de 18 ans avant de pouvoir faire des études plus approfondies. Euh, Apparemment, selon Dr Chaumont, les enfants auraient une plus grande capacité de réduire les cellules infectées, qui aurait, si j'ai bien compris, plusieurs cas aussi de guérison via des cellules souches, qui est vraiment une avenue très intéressante. C'est sûr que je connais pas tous les détails des lois et règlements en vigueur sur les études cliniques pédiatriques en Thaïlande, mais Dr Chaumont était très émotif et très positif aussi à l'idée que ça va peut-être être une avenue pour une cure. Les enfants euh, qui naissent avec le VIH, dans le fond, peuvent être des contrôleurs post-traitement aussi. Euh, Chez les filles, chez les jeunes filles, la réponse serait plus élevée aussi. Là, c'est sûr qu'on est en données préliminaires, mais c'est quand même très prometteur. J'ai adoré la présentation de Dr. Chaumont. Il y avait aussi une présentation de médicaments qu'on utilise pour le diabète, mais qui pourrait lui aussi nous aider à sortir le VIH de sa cachette. Ça, c'était la surprise. C'était très poignant. Docteur Petronella Ankuta qui a présenté le metformin, qui est un antidiabétique pour le diabète de type 2. C'est un médicament qui augmenterait aussi la réponse au traitement du cancer. Euh, En association avec les antirétroviraux, ça augmenterait aussi la réponse d'un traitement. Euh, le metformin est identifié comme un cibleur, si j'ai bien compris, des réservoirs latents. Donc, si une cure se dessine à l'horizon, il serait pas improbable que ça soit associé avec un antidiabétique là, à ma grande surprise, à notre grande surprise à tous. J'ai même demandé une question, c'est la seule question que j'ai demandée pendant la conférence, à savoir est-ce que d'autres molécules antidiabétiques pourraient être retenues. J'ai demandé la question parce que le metformin peut être un petit peu dur sur les reins quand on tombe en épreuve diagnostique comme des scans, puis qu'il y a du metformin dans la médication, c'est toujours un peu faut que les médecins s'assurent que la fonction rénale fonctionne bien et tout. Mais là, j'ai posé la question, c'était trop préliminaire dans ce début de réponse et de collecte de données, mais c'est une avenue très intéressante de savoir qu'un antidiabétique qui potentialise une réponse de traitement au cancer puisse peut-être faire de même là, en matière de VIH. Moi, j'étais tellement excité d'être à ce symposium-là. Docteur Petronella Ankuta, qui est une médecin associée au CUSUM, si je me trompe pas, qui est une douanière dans la lutte anti-VIH. Moi, je crois que ces études vont nous amener à des résultats très prometteurs. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est de forcer les molécules ou les virus, les restants de virus de VIH dans le corps à se montrer pour qu'on puisse les attaquer et les éliminer. C'est ça qui est la technique là, qui est derrière tout ça. Hein? Oui, tout à fait. Docteur Andrés Finzi a apporté un petit détail intéressant par rapport à ça. Lui, il a parlé d'études cliniques qu'il a surnommées des cocktails. Le cocktail numéro 9 se serait distingué pour d'être capable de cibler les virus dans les réservoirs. Il a également mentionné, si ma compréhension est bonne, que sous traitement, l'enveloppe
disparaît dans les réservoirs. Puis ça donne un gros challenge aux scientifiques de savoir comment cibler ces réservoirs-là sans enveloppe, sans reconnaissance. Donc, il a parlé d'une molécule aussi, ça augmente l'effet potentiel. Ils sont en résultat préliminaire. C'est prometteur. Déjà de savoir où se trouvent les réservoirs. Maintenant, c'est de pouvoir cibler un traitement qui va détruire les cellules latentes, les virus, les virions latents, là. J'aimerais juste changer un peu d'à propos. De toute façon, on sait que ces développements-là, c'est encore plusieurs années avant qu'on puisse essayer sur des humains, mais quand même, c'est prometteur parce qu'on n'était pas là il y a 2 ans. Mais il y a autre chose dont on a parlé, puis c'est quelque chose qui est quand même important pour les personnes qui vivent avec le VIH depuis un certain temps. Le VIH est toujours encore une maladie qu'on dit inflammatoire. Et là, on traite les gens avec des statines pour éviter là, qu'il y a des... Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a maintenant un autre traitement pour éviter des problèmes avec le VIH. Le volet sur les statines, je l'ai moins bien compris. Mais si on regarde les guidelines de l'INES, quelqu'un qui vit avec le VIH est plus à risque de développer des maladies de type inflammatoire comme une maladie chronique cardiaque. Donc, il y a plusieurs patients, plusieurs personnes qui vivent avec le VIH à partir d'un certain âge se voient prescrire des statines pour éviter de développer des maladies cardiaques. Ça aurait vraiment un effet protecteur dans cette cascade-là qui est de type inflammatoire, en effet. Pour poursuivre sur la lignée, le concept d'inflammation, j'ai aimé Dr. Madeleine Durand qui fait des recherches sans relâche sur le VIH au CHU. Lors de sa présentation, que j'ai même écrit 3 fois avec un petit cœur, dans sa collecte de données, l'association d'antirétroviraux plus le fostemsavir, qui est une molécule pour traiter, si je ne me trompe pas, l'herpès de type 2, aurait vraiment un effet protecteur dans la cascade inflammatoire, ce qui est vraiment une autre avenue intéressante. Le sujet des vaccins est revenu. Oui, vas-y. On n'aura pas le temps d'aller là, mon cher Gingis. On est rendu à la fin de la chronique, puis c'était la fin de notre saison cette année, mais on va revenir sur les questions du VIH, certains, à notre retour en septembre. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. On en a glissé un mot la semaine dernière, mais on va y revenir en détail aujourd'hui. Un jugement de la Cour supérieure du Québec affirme le droit à la pluriparentalité. C'est un pas en avant pour ces parents et leurs enfants en situation de pluriparentalité. Restez avec moi, on va définir c'est quoi rapidement. Alors pour en discuter, on reçoit à nouveau Mona Greenbaum, co-directrice générale et fondatrice de la Coalition des familles LGBT+. Alors, bienvenue, Mona. Merci. D'abord, justement, c'est quoi la pluriparentalité? Mais c'est une famille où il y a plus que 2 parents. OK. Mais encore, des exemples. OK. Donc, un des exemples classiques, c'est un couple lesbien qui décide de fonder une famille avec un donneur de sperme, mais il n'est pas juste un donneur de sperme, c'est quelqu'un qui veut devenir un père. Donc, le trio décide ensemble de fonder une famille. Un autre exemple classique, c'est 2 hommes gays avec une personne porteuse, une femme, mais qui veut être mère, donc pas juste porter l'enfant et le donner, mais être impliquée. C'est sûr qu'il y a des familles où ces tierces personnes ne sont pas impliquées, mais parfois le choix est là de créer une famille pluriparentale. Puis ça peut être juste 3 amis qui décident ensemble d'avoir un enfant. Non, mais c'est pas juste des personnes queer. Il y a des exemples hétérosexuels. Mais oui, c'est plus présent dans notre communauté, dans la communauté LGBTQ+, mais en termes de nombre absolu, il y a probablement plus de personnes hétéros qui font des familles pluriparentales pour une diversité de raisons. Bon, alors qu'est-ce que ce jugement dit qui encourage donc des gens comme la coalition des familles LGBT+. Oui, mais on était devant les tribunaux l'année passée, en juin, donc on attendait presque un an pour le jugement, et puis c'est un jugement vraiment excellent, c'est solide. Donc ça dit en général que comme c'est anticonstitutionnel, donc c'est pas constitutionnel de pas reconnaître légalement ces familles-là.
Donc, il y a 44 articles dans le Code civil que le juge dit ne sont pas constitutionnels parce qu'ils ne respectent pas la Charte des droits et libertés du Canada. On en a parlé hors antenne, mais je vais quand même le mentionner. Il y a une chronique de Mario Dumont dans le journal. Super! Oui, alors, j'avais écrit Mario Dumont, chroniqueur de droite du Journal de Montréal, s'en est pris vertement à la pluriparentalité, et je cite. En matière d'intérêt de l'enfant, plusieurs questions sérieuses se posent. Lorsqu'on inscrit 3 ou 4 parents légalement, c'est pour la vie. Tous auront un pouvoir sur l'enfant. Je ne parlerai même pas des risques de confusion des rôles et des conflits de loyauté dans la construction identitaire de l'enfant. Que répondre à ça? Mais d'abord, comme on a toute une historique avec Marion Dumont, même comme en 2002, même s'il a voté en faveur de la reconnaissance de l'homoparentalité dans le temps, je pense que c'était la pression des pères parce que c'était une vote unanime. Le lendemain, après le vote, il était comme... on parle des pères PAIR, là, de son parti politique. Là, oui, c'est ça. Oui, c'est pas des papas. Oui, c'est comme les autres députés, c'était une vote unanime. Donc, il sentait la pression, donc il a voté en faveur. Mais tout de suite après, il a dit qu'il a été contre l'idée d'une famille homoparentale. Donc, il n'a pas changé. Je ne suis pas surprise que quand il est toujours très conservateur. Et puis, mais la chose que je peux dire que j'ai une chose en commun avec lui de ce qu'il a dit, qu'il parle de l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a voulu reconnaître les familles pluriparentales. Allons-y justement, parce que dans sa chronique, il dit « Les adultes sont libres de leur choix. Les vrais droits des enfants doivent être protégés indépendamment. » Alors, est-ce que les droits des enfants sont protégés par ce jugement? C'est exactement pour cette raison qu'on a lutté pour ça, parce qu'en fait, comme si un enfant n'a pas une reconnaissance légale de tous ses parents, l'enfant n'est pas bien protégé. Je vous donne beaucoup d'exemples. Donc, d'abord, comme un enfant qui a 3 parents dans sa vie quotidienne, si jamais il y a un problème entre les parents, le parent qui n'est pas reconnu légalement peut être complètement mis à côté. Donc, les 2 parents légaux peuvent décider, on ne veut pas avoir cette personne dans la vie, puis l'enfant ne va plus le voir. Donc, c'était la même chose pour les familles homoparentales il y a 20 ans, dans les couples lesbiennes, et puis je l'ai vu. Ouais. Il y avait comme des lesbiennes qui n'étaient pas reconnues comme parents, et puis quand il y avait une rupture de couple, donc le parent non légalement reconnu était parfois poussé à l'extérieur de la vie de l'enfant. De l'autre côté, les parents non légalement reconnus n'ont pas les obligations ou des responsabilités envers les enfants. Donc, ces parents peuvent décider, je ne vais pas donner une pension alimentaire. Donc, l'enfant va perdre ce soutien aussi. Puis, il y a aussi une tonne de raisons pratiques où on doit reconnaître tous les parents, que ce soit comme chercher un bulletin scolaire, voyager avec un enfant, faire une décision médicale. Il y a plein de raisons. Donc, c'est important pour ces enfants. Même comme l'héritage, le testament, si un parent non reconnu décède, l'enfant ne va pas recevoir l'héritage. Donc, si on veut vraiment protéger les enfants, parce que ces enfants, ce n'est pas une question de donner droit à ces familles d'exister. Ces familles sont déjà là. Elles existent déjà. Ils existent déjà. Ouais. Donc, est-ce qu'on veut comme donner la même protection à ces enfants que les autres enfants? Donc, nous, on a pensé que oui, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant, c'est vu de 2 façons. Il y a celle de Mario Dumont, puis il y a celle des familles pluriparentales. Oui, mais c'est parce qu'il ne comprend pas comme la situation que ces familles existent déjà. Ce jugement-là, il y a quand même, on donne, je pense, 1 an au gouvernement pour changer les 44 articles du Code civil. Est-ce que le gouvernement peut porter cette cause en appel? Et si oui, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est sûr que le gouvernement a le droit, et puis le cour d'appel fait que c'est comme sur le Code civil, le cour d'appel ne peut même pas refuser. Si le gouvernement décide de porter ça en appel, ça va être accepté. Moi, je pense que c'est une cause très solide, un jugement très, très, très solide. Donc, je pense qu'on va gagner, mais c'est une question constitutionnelle. Donc, ça peut aller jusqu'au Cour suprême potentiellement. Puis c'est vraiment intéressant, si je peux comme expliquer un peu ce que le juge a dit. Il a dit que l'identité familiale, c'est comme un facteur d'identité sur le même niveau que le sexe, la race, l'orientation sexuelle. Donc, c'est une catégorie identitaire qui n'est pas explicitement dans la charte, mais c'est tellement comme important sur notre identité, puis c'est une caractéristique immuable.
Donc, on ne peut pas le changer. On ne peut pas choisir nos parents. Hein? C'est quelque chose qui nous définit. Donc, ça doit être protégé par la Charte. Donc, c'est un très fort argument. En fait, moi, je t'écoutais parler, puis je pensais à cet enfant qui a, dans une situation où il y a 3 parents, et il a des liens, ou elle a des liens avec les 3 parents, oui. Et qu'un des parents est écarté parce qu'il y a une dispute entre les 3 parents. C'est l'enfant qui perd là-dedans. Exactement, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Et puis, on a vu ça avec les familles homoparentales avant qu'ils étaient protégés. Les enfants étaient tellement blessés, ils perdaient un parent. Mona Greenbaum, on va suivre les développements dans la prochaine année. Merci beaucoup à nouveau de ta disponibilité. Merci. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Camille Larrivée est street artist ou street artiste, commissaire indépendante, auteuresse et travailleuse culturelle. Et elle est également directrice générale et artistique du Montréal Art interculturel depuis 2023. Et c'est d'abord à ce titre que nous la recevons. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bienvenue, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Même si j'ai utilisé les accords non-genrés, je vais quand même te demander quel accord et quel pronom tu utilises. Oui, alors mes pronoms, je suis une personne non-binaire, donc pronom il, they, them en anglais. Parfait. On va essayer de ne pas se tromper. Super, merci. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Tu vois, je l'ai fait. Oui, alors, voilà. En fait, cette émission-ci, je pense qu'on est une des premières à le faire en français dans tout le pays. Oh, super. Puis c'est pas, des fois, je me trompe, mais bon, on va y arriver. Puis c'est en essayant qu'on va gagner. Voilà. Alors, parlons de toi. Mm-hmm. Tu es titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'art et d'un certificat en études féministes à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. En quoi cela influence ta pratique artistique? En fait, moi, j'ai été élevée dans une famille d'artistes intellectuels qui venaient vraiment du milieu de l'art. Donc, vraiment, depuis que je suis enfant, l'art, c'est vraiment ma passion de plein de façons. Puis, mes études, en fait, en histoire de l'art puis en études féministes, ça m'a beaucoup aidé à, en fait, décider un peu de mon avenir politique, artistique, comment je pense faire des expositions, comment je réfléchis, en fait, l'art en général. Donc, j'ai aussi été à l'UQAM pendant le temps de la grève étudiante de 2012. Ah, le fameux printemps érable, oui. Exactement. Puis, j'étais super active dans beaucoup d'organismes artistiques. Donc, pour moi, ça a été aussi un moment charnière dans mon développement culturel, je dirais. En quoi ton identité queer, si tu me permets d'utiliser identité queer, en quoi ça joue aussi ou ça influence ta pratique artistique? Bien, en fait, c'est vraiment au cœur de ma pratique artistique parce que c'est ce que je suis. Je fais partie aussi d'une communauté queer qui est très active dans le milieu des arts à Montréal. Donc, pour moi, tout est relié. Ce qu'on est et aussi ce qu'on fait. Donc, évidemment, soit dans mon travail au MAY ou dans mon travail indépendante, je soutiens, je donne toujours un espace grand aux artistes LGBTQ+, aussi deux esprits, two spirit. Ouais. Donc, pour moi, c'est la base de tout. Alors, quand j'ai lu ton CV, la première chose que j'ai vue, street artist. Oui. Alors, moi, ça m'a fasciné. Je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, c'est la question que je voulais te poser au départ, mais je suis arrivé en 3e question avec ça. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de définition en français. On pourrait dire artiste de rue, si on veut, dans le sens... en fait, moi, j'ai vraiment développé ma pratique artistique en faisant de l'art dans les espaces publics, en fait. Je fais beaucoup de collages, murales, etc. Donc, tout ce qu'on voit dans l'art dans les espaces publics, c'est vraiment ma passion. Puis, au début des années 2010, j'ai commencé un collectif qui s'appelle Les Voix Insoumises. Puis, c'était un collectif de personnes à diversité culturelle autochtones LGBTQ+, qui prenait de l'espace dans les rues de Montréal. On a fait plusieurs convergences qu'on appelait. Et puis ça, en fait, c'était des artistes qui faisaient des murales, qui faisaient des collages, qui faisaient des pochoirs, des actions dans l'espace public pour prendre sa place, en fait, puis pour avoir une certaine visibilité. Je pense à un endroit particulièrement ici à Montréal qui est, je pense que c'est sur la rue Ontario ou Sainte-Catherine. En fait, c'est un viaduc et les gens... Alors, j'y vais une fois de temps à autre, puis c'est toujours une nouvelle murale qui est là. Oui, exactement. Mais les murales, ça fait vraiment partie du paysage artistique montréalais. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Puis c'est aussi une façon d'être présent dans l'espace public en revendiquant un espace, en revendiquant des questionnements, des gestes politiques. Puis c'est un espace que des fois on oublie, mais qui est très puissant, en fait, qui est très intéressant. Tu es auteuresse aussi. Oui. Parle-nous des publications auxquelles tu as participé. Donc, en fait, j'ai édité un livre avec mon ami Léolie Eshraghi, qui est commissaire
aux arts autochtones au Musée des beaux-arts de Montréal, qui fait aussi partie de la communauté queer. Puis on a en fait édité un livre sur les pratiques autochtones en art visuel au Québec. Et on a vraiment, en fait un grand étalage des pratiques en art visuel puis en art performatif au Québec, mais dans les communautés francophones autochtones, ce qui est encore peu, disons qu'on connaît un peu moins. Donc, j'ai édité ce livre-là pendant la pandémie, en 2020. Il y a à peu près 15 artistes qui ont participé. Puis j'ai aussi publié dans plusieurs magazines, en particulier sur l'art public, le street art. Donc, on n'est pas étonné que tu te retrouves directrice générale et artistique du Montréal Art Interculturel. C'est quoi le Montréal Art Interculturel? Mais en fait, le mai, on l'appelle le mai. C'est un pour le lieu... mois de mai aussi, parce que les activités arrivent en mai, oui. Exactement. C'est un lieu très unique à Montréal. Ça a débuté comme étant un regroupement d'artistes et travailleurs culturels, de la diversité culturelle, en fait, il y a 25 ans aujourd'hui. En fait, ce mercredi, ça va être notre 25e anniversaire. C'est un lieu où est-ce qu'on présente de l'art pluridisciplinaire, donc art visuel, art de la scène, danse, performance, théâtre. Puis on fait beaucoup d'espace aux artistes LGBTQ+, en situation de handicap, dans de la diversité capacitaire. Donc, tous les artistes, en fait, qu'on voit moins dans ce qu'on pourrait dire l'art mainstream. On offre des résidences, on a une saison de programmation. C'est un lieu assez unique dans le paysage montréalais. Donne-moi des exemples de spectacles que vous avez présentés ou que vous allez présenter qui impliquent des communautés, des personnes des communautés queer. Mais en fait, juste le dernier spectacle qu'on a présenté il y a 2 semaines, c'était 3 artistes allemands, en fait, trans, non-binaires, qui ont fait une performance sur en fait comment on vieillit en tant que personne trans non-binaire dans le paysage queer, comment on peut être artiste, comment on peut survivre à travers tout ça. Donc, c'était une performance artistique qui était vraiment centrée autour de l'amour puis de comment on vit en communauté, en fait, comment on se développe quand on est artiste, puis qu'on a peut-être une vie un peu plus différente, on pourrait dire. Est-ce que ces spectacles attirent des personnes autres que nos communautés? Est-ce qu'on commence à avoir plus d'ouverture vis-à-vis? Oui, vraiment. Je pense que il y a une ouverture vraiment bien. En ce moment, je sais qu'on parle comment les jeunes aujourd'hui ont peur de ces communautés-là, etc. Mais moi, en fait, je vois vraiment autre chose. Au mai, je vois beaucoup de jeunes qui viennent des familles, des gens du quartier, qui s'intéressent en fait à l'art de nos communautés vraiment d'une façon super le fun. Les gens sont super curieux. Moi, je vois vraiment un super bel avenir là-dedans. Est-ce que l'art pourrait peut-être contrecarrer ce mouvement qui est de droite qui souffle sur les jeunes, hein, parce que c'est vraiment là qu'on retrouve le plus de cette extrême droite? Mais en fait, 100% l'art, je veux dire, c'est ce qui est au cœur de nos communautés, c'est ce qui fait qui on est, une culture, un peuple, etc. Je pense que, tu sais, si les jeunes ont cet espace-là pour s'exprimer, pour découvrir d'autres choses, pour juste aller au-delà des préjugés, faire du théâtre. Si on leur donne l'occasion de s'exprimer autre que dans un cadre rigide d'école, je pense qu'on va avoir plein de belles surprises. Oui, si on écoutait aussi si les on jeunes, écoutait exactement, oui. S'il y avait ces espaces-là. Si on sortait cette position d'adultisme, d'ailleurs, c'est un sujet qui sera à l'antenne la semaine prochaine à l'émission, l'adultisme, on va en parler. 25 ans d'amour. Oui. C'est un beau thème pour la programmation cette année. Oui. En 2025, c'est important l'amour? Ben oui, c'est très important l'amour. En fait, on a intitulé notre saison « Revenir à l'amour » qui vient qui est extrait du livre de Bell Hooks, donc « All About Love », à propos d'amour que tout le monde connaît. 25 ans d'amour, c'est le 25e anniversaire du mai, donc on se retrouve tous ensemble en communauté. On célèbre notre amour pour cet espace lumineux, unique. Donc, ça se passe ce mercredi. Oui, puis on va en parler, ça se passe ce mercredi, puis c'est toute une journée de célébration, mais en soirée, il y a une réception, et là, c'est intéressant. Vous invitez les gens et vous leur dites, ben la billetterie, on a une billetterie solidaire, je pense. On a une billetterie solidaire, donc c'est une billetterie Pay What You Can. Vous pouvez payer ce que vous voulez. Si les gens ont les moyens, évidemment, ça nous aide, en fait, à continuer notre travail. On aimerait ça être encore là un autre beau 25 ans. C'est dur, le financement en art aujourd'hui. Oui, c'est très difficile. Et donc, on va avoir des performances, VJ, DJ, des installations que les gens vont pouvoir visiter dans tout le building. Donc, les gens vont pouvoir se promener, en fait. Et c'est où déjà que ça se passe? Ça se passe au mai, au 3680 rue Jeanne-Mance. Rue Jeanne-Mance. Donc, c'est un événement où c'est grand public. C'est grand public, famille, de toutes sortes. Tout le monde est invité avec grand plaisir. C'est gratuit. Si vous pouvez nous aider un peu, c'est toujours bien reçu. J'aimerais quand même revenir sur toi, Camille. Oui.
tu es là depuis 2023. Oui. Qu'est-ce que tu veux amener, où est-ce que tu veux amener le mai? C'est une bonne question. Moi, quand je suis arrivée au mai, le mai était un peu moins peut-être inscrit dans sa communauté locale, dans Milton Park, où il y a plusieurs enjeux aujourd'hui sociaux. Donc, le mai, aujourd'hui, on essaie de l'amener vers on revient à l'amour à travers la communauté de notre quartier. Donc, on a plusieurs objectifs pour faire revenir les gens du quartier au mai. Puis, en fait, continuer une programmation audacieuse qui va à l'encontre de cette droite qui prend de plus en plus de place. Ah, mon Dieu, c'était tellement plaisant de t'entendre, Camille Larrivée, qui est donc directrice générale et artistique du mai, Montréal Art Interculturel. Merci d'avoir passé à l'émission. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir ce mercredi. Merci. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 115 en ce 5 mai 2025. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous à l'adresse heureciel@gmail.com, en un seul mot, heureciel. Merci à Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci à toute l'équipe de Canal M, surtout Maurice Bolduc à la mise en onde. On le fait travailler fort parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cette émission. Merci aussi à Jean-Sébastien Leslibertés, Philippe Lapointe, Marjorie Théodore. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous remercie, on doit le dire chaque fois, je vous remercie d'être là avec nous, de nous écouter, de nous suivre. C'est très, très apprécié. À la semaine prochaine.